Merci professeur Dorto pour cette présentation. Merci à Julien Marioni et Julie Rowling pour leur présentation. Donc, je vais vous parler donc de la schizophrénie. Alors, voici mes liens d'intérêt. On comprend tout à fait qu'il y a eu les présentations sur la dépression, sachant que le sommeil fait partie des critères diagnostiques de l'épisode dépressif caractérisé, ainsi qu'il y a une présentation sur finalement l'état de stress post-traumatique, étant donné que les troubles du sommeil font partie aussi des critères diagnostiques de ce trouble. Et pourtant, dans la schizophrénie, le sommeil n'est pas mentionné. Et pourtant, on sait que les troubles du sommeil peuvent être extrêmement prévalents aussi dans cette population-là, et ils peuvent même précéder, accompagner ou prédire en tout cas la transition vers une schizophrénie dans près de 30% des patients. Et il y a des anomalies du sommeil, que ce soit clinique ou au niveau neurophysiologique, qui vont être présentes dans au moins 80% des patients, mais ça peut varier en fonction des études. On va parler de 2 biomarqueurs clés, les fuseaux de sommeil ou spindle. Alors les fuseaux, pourquoi c'est appelé en fonction de ce terme qui était pour le filage de la laine, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis les ondes lentes, alors ça on a déjà parlé du sommeil lent profond, mais on verra un peu plus spécifiquement comment ces ondes lentes peuvent être affectées justement dans la schizophrénie. Et ces anomalies vont être associées à des troubles cliniques spécifiques, comme justement la partie cognitive ou des dysfonctionnements donc thalamo-corticaux dans cette communication entre ces deux zones du cerveau. Alors les fuseaux, en fait, ça se représente comme ça dans un EEG de sommeil, et on a appelé ça, du coup, vu que ça ressemble à la bobine de laine, on a appelé ça spindle ou fuseau. Et on voit ici une onde lente en sommeil lent léger N2. Donc si on regarde sur PubMed l'intérêt justement du sommeil et des différents troubles dont on a parlé, on voit énormément de publications pour l'épisode dépressif caractérisé, avec un pic ici qui vient de changements de nomenclature, mais si on met dépression et sommeil, on a évidemment bien plus de publications. Troubles de stress post-traumatique, on a près plus de 3000 résultats. Et schizophrénie et sommeil, 3000 résultats, un peu moins, mais toujours quand même un intérêt important, avec un pic qu'on voit ici dans les années 70, qui vient en fait du développement de la polysomnographie et qui a voulu justement, on a voulu comprendre un peu mieux ce trouble qui est quand même un des troubles clés dans la prise en charge psychiatrique des patients, une des pathologies les plus anciennement décrites. Donc, on sait que la schizophrénie, une des hypothèses majeures, c'est que c'est lié à des anomalies dans les transmissions dopaminergiques. Alors, il y a différentes voies dopaminergiques dans le cerveau. Les principales dont on parle dans la schizophrénie, c'est la voie mésolimbique avec les communications entre l'aire tegmentale ventrale et puis le nucleus accumbens, notamment, donc avec les côtés motivationnels, récompense, et quand c'est exacerbé, peut-être les éléments justement délirants qui peuvent apparaître, et puis aussi la voie mésocorticale entre l'aire tegmentale ventrale et le cortex, qui peut être là plutôt liée aux symptômes justement négatifs qu'on va retrouver dans la schizophrénie. Il y a d'autres voies qu'on connaît d'autres voies dopaminergiques qui sont connues, là qui auront plutôt un lien dans les effets secondaires éventuellement. Donc on sait la voie hypothalamo-pituitaire avec les problèmes d'hyperprolactinémie par exemple. On peut voir le sommeil soit comme un état on-off, soit comme un spectre. Et donc, on va avoir d'un côté de ce spectre le sommeil, et de l'autre côté, un hyper-éveil tel qu'on va avoir un relâchement total des associations jusqu'à l'émergence, justement, de pensées qui sont en dehors de la réalité, donc d'hallucinations, d'éléments psychotiques. Et tout l'enjeu sera d'avoir des patients qui vont se trouver au milieu du spectre, dans une bonne qualité d'éveil, qui leur permet de bien résoudre les problématiques qu'ils ont à affronter, sans être soit dans le versant trop à droite, donc hyper éveillé, avec du coup un relâchement des associations et l'émergence de ces éventuelles idées délirantes, ou bien au contraire, soit du fait de la pathologie ou des traitements, du côté gauche du spectre, avec une somnolence diurne excessive, qui font qu'ils ont du mal à être présents pour leur environnement et du mal à résoudre les problématiques qui leur arrivent. Donc, dans le sommeil, on a parlé un peu de la structure du sommeil général. Il y a des neurotransmetteurs qui sont bien sûr impliqués. Le neurotransmetteur chef d'orchestre, c'est l'orexine, qui est synthétisé au niveau de l'hypothalamus latéral et qui va ensuite avoir des actions sur énormément de zones cérébrales, que ce soit des noyaux centraux ou des noyaux ou des zones corticales. Et ça va déterminer la sécrétion de plein d'autres neurotransmetteurs qui, eux aussi, auront un lien dans la régulation du sommeil et de différentes fonctions physiologiques. Donc on voit qu'il va y avoir la sérotonine qui est impliquée, on a parlé avec les troubles de l'humeur, la noradrénaline liée à l'attention, le GABA et la dopamine, donc la dopamine liée avec, on a parlé de la dérégulation dopaminergique qu'il peut y avoir au cours du sommeil paradoxal, et donc la dopamine qui est aussi impliquée à la fois dans la régulation du sommeil, mais aussi dans la physiopathologie de la schizophrénie.
Et donc la dopamine, elle va être synthétisée au niveau de l'aire tegmentale ventrale et elle va avoir des actions qui vont être plutôt corticales pour justement nous apporter une meilleure vigilance par rapport à notre environnement. Et donc on va voir que tout ce dialogue entre dopamine et éveil et sommeil, et puis la symptomatologie de la schizophrénie va être importante. Donc on pense que dans la schizophrénie, on en a parlé, les voies dopaminergiques sont altérées, les voies dopaminergiques sont très impliquées dans le sommeil, et donc il va y avoir un dialogue entre les deux où si on a des problèmes dans les voies dopaminergiques, on va finalement avoir une symptomatologie schizophrénique, mais aussi avoir des anomalies de sommeil qui vont émerger. Et inversement, si on perturbe les rythmes circadiens, si on perturbe le sommeil, on va induire des anomalies dans les voies dopaminergiques qui peuvent soit exacerber, soit faire apparaître certains symptômes de la ligne de la schizophrénie. Et il y a eu des expériences chez des sujets sains, quand on les met dans des situations de privation de sommeil, et il va voir apparaître petit à petit des symptômes type la paranoïa par exemple, qui sont, on va dire, du champ de la psychose. Tout ça, ça va être évidemment sous la régulation de certains gènes, notamment gènes horloge, on a parlé, et autres facteurs de risque, et aussi influence environnementale, donc les rythmes par exemple, si on est dans des horaires décalés, des facteurs de stress au cours du développement, la privation de sommeil au long cours. Donc, si on part sur l'insomnie déjà, c'est le symptôme le plus décrit par les patients atteints de schizophrénie, où il y en a au moins la moitié qui vont décrire une insomnie cliniquement significative. Et on sait que ça va être un facteur de risque, soit par rapport à la qualité de vie, mais aussi par rapport aux idées suicidaires que les patients peuvent exprimer, et aussi la symptomatologie présentée par les patients. Donc soit au cours du suivi de la pathologie, mais soit aussi en prodromal. Il faut être très vigilant à ça, parce que justement, si on n'est pas dans cette bonne régulation des rythmes veille-sommeil, on va risque d'exacerber les symptômes et de favoriser une éventuelle transition, en tout cas, vers cette symptomatologie schizophrénique. Ensuite, si on regarde la macro-architecture du sommeil, donc avec notamment les enregistrements en polysomnographique, on va avoir des anomalies assez fréquentes, mais qui vont être inconstantes en fonction des différentes études qui peuvent y avoir. Il y a des réductions du sommeil lent profond et une réduction de la latence d'apparition du sommeil paradoxal. On voit aussi une augmentation de la latence d'endormissement et une réduction du temps total de sommeil et une fragmentation du sommeil avec cette baisse de l'efficacité du sommeil. Limite de ces résultats, c'est que c'est non spécifique. On a vu qu'ils étaient aussi partagés dans l'état de stress post-traumatique, dans les troubles de l'humeur. Donc c'est des anomalies qu'on voit quand il y a une détresse émotionnelle, mais qui ne sont peut-être pas spécifiques de la schizophrénie. Quand on regarde dans la micro-architecture du sommeil, par contre, on va voir une altération des fuseaux qui va être, on a une diminution marquée de la densité et de l'amplitude de la durée, surtout dans des régions particulières, donc fronto-pariétales. Ça, c'est intéressant, que c'est indépendamment de la médication antipsychotique. Et chez les patients qui prennent des antipsychotiques, s'ils n'ont pas de diagnostic de schizophrénie, s'ils prennent des antipsychotiques pour un trouble de l'humeur, par exemple, il n'y a pas cette altération spécifique-là. Donc peut-être que cette altération des fuseaux est pour le coup plus spécifique de la pathologie schizophrénique. Sur les ondes lentes, donc le sommeil lent profond, les résultats sont un petit peu plus hétérogènes. Il y a un lien avec la sévérité des symptômes, mais c'est des résultats qui sont moins, on dirait, spécifiques pour cette pathologie-là. Donc c'est des anomalies qui apparaissent précocement. On peut les avoir justement dans des personnes qui sont à haut risque de transition vers la schizophrénie, notamment, on a dit, dans ces régions fronto-pariétales. Il y a aussi ces anomalies au niveau des ondes lentes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des anomalies qu'on peut parfois voir chez les apparentés. Alors, on sait qu'il y a un fort lien génétique dans la schizophrénie. Et donc peut-être que ça pourrait traduire justement cette vulnérabilité neurophysiologique et être un peu une clé de comment justement ces signaux faibles qu'on peut voir initialement, ces biomarqueurs justement de la vulnérabilité chez certains patients de ce risque de transition. Il y a une corrélation de ces résultats neurophysiologiques avec la symptomatologie clinique. Donc ça, c'est assez paradoxal, c'est que ces anomalies des fuseaux, notamment des ondes lentes, peuvent avoir une corrélation avec des symptômes positifs chez les patients chroniques, mais plutôt avec les symptômes négatifs dans les premiers épisodes. Donc on peut voir peut-être qu'il y a des remaniements qui se font au cours du temps. Il y a aussi un lien avec les déficits cognitifs, notamment quand c'est dans la région préfrontale. Et avec les fuseaux ont un lien en fait de dialogue entre le cortex et puis les régions plus centrales, et notamment sur la consolidation mnésique. Et donc il y a un lien avec les déficits cognitifs de ces anomalies des fuseaux. Ça permet des perspectives de modélisation computationnelle. On va faire des espèces de réseaux de neurones in silico pour essayer de comprendre comment il y a ce dialogue thalamo-cortical et peut-être voir quelles anomalies finalement de neurotransmetteurs pourraient être en cause, pourraient donner des nouvelles pistes sur soit des mécanismes causaux ou éventuellement d'autres thérapeutiques.
Donc on a parlé des fuseaux qui sont générés au niveau thalamique, et ça nécessite une interaction, voire un bon dialogue entre le thalamus et le cortex. Et donc s'il y a peut-être une altération de ce dialogue-là, eh ben, on peut voir émerger les difficultés. Les ondes lentes, ça a reflété la synchronisation des différents neurones corticaux pour justement pouvoir éliminer les déchets au cours du sommeil lent profond. Et donc s'il y a une perte de cette synchronisation, eh ben, on peut imaginer ensuite une altération des fonctionnements, surtout dans les zones dont on a parlé au niveau frontal. Et tout ça, c'est possiblement en lien avec des anomalies des canaux calciques qui sont justement responsables de cette synchronisation et donc altérer la qualité de la génération des oscillations chez les patients. Donc maintenant qu'on a parlé de ces anomalies qu'on observe chez les patients, on va dire non traités, qu'est-ce qui se passe quand on traite les patients, comment évolue leur sommeil? Globalement, les patients ils décrivent, ou les études montrent une amélioration globale du sommeil, ça favorise l'endormissement qui était allongé chez les patients non traités, il y a une augmentation de la durée totale de sommeil et ça réduit les éveils nocturnes. Sur l'architecture du sommeil, les résultats sont un petit peu plus variables. On dit parfois ça augmente le N2, le sommeil lent léger, mais a priori peu d'effet sur le sommeil lent profond ou le sommeil paradoxal, ou en tout cas des résultats inconsistants entre les études. Donc les données, elles sont assez hétérogènes. Il y a malheureusement encore des troubles du sommeil qui persistent fréquemment, même chez les patients traités. Et par contre, les effets spécifiques sur les fuseaux ou justement sur la consolidation mnésique, ça c'est encore mal établi. Donc on n'est pas sûr que les traitements permettent de traiter la microarchitecture, les anomalies microarchitecturales. Alors il y a une étude finlandaise qui est sortie récemment pour justement étudier les plaintes de sommeil chez les patients qui sont traités par antipsychotiques. Donc c'est une étude en population générale où il y a plus de 5000 patients qui ont été inclus, où on a tout leur traitement en cours et on leur a fait passer un questionnaire sur différents paramètres, les difficultés à initier le sommeil, le temps total de sommeil, la fatigue en journée, le fait de se réveiller trop tôt par exemple, et on a pu faire le lien entre les différents traitements et les 5 notamment traitements les plus fréquemment prescrits dans cette population-là. Donc on peut voir dans cette population qu'il y en avait un quart qui avait des difficultés à initier le sommeil, il y en avait 35% qui se réveillaient trop tôt, 41% étaient fatigués, 10% disaient une faible qualité de sommeil, 37% une durée de sommeil trop longue, donc là c'était trop long, c'est-à-dire supérieure à 10 heures, et durée de sommeil trop courte, inférieure à 6 heures. Donc voici les résultats. Il faut savoir que la clozapine est l'antipsychotique le plus prescrit en Finlande. Donc on voit dans l'ordre clozapine, olanzapine, kétiapine, aripiprazole, risperidone et puis pas d'antipsychotique. La barre transversale, c'est en population générale. Donc on peut voir que sur la difficulté à initier le sommeil, un peu paradoxalement, on voit que c'est la kétiapine qui est la plus élevée, alors que c'est vrai qu'on la prescrit souvent justement dans cette indication-là. Et le pas de traitement antipsychotique assez élevé également. Dans les réveils précoces, on voit aussi que la kétiapine et l'aripiprazole sont assez haut situés. Dans la fatigue, la kétiapine assez haut située, ainsi que l'aripiprazole, paradoxalement. Mauvaise qualité de sommeil, on voit que pas de traitement est assez élevé. Courte durée de sommeil, là on voit clairement que pas de traitement antipsychotique est assez élevé et qu'au contraire la clozapine est plutôt basse. Et par contre, longue durée de sommeil, on voit clairement que la clozapine est en pole position. Donc si on regarde les analyses pour voir ce qui reste significatif après ajustement, on voit que la clozapine, elle permet de protéger des difficultés à initier le sommeil et que la kétiapine, a priori, aggraverait les difficultés à initier le sommeil. Alors déjà, première chose, c'est que là, on fait une photographie et peut-être que tous les patients sous kétiapine, c'est des patients qui ont des difficultés de sommeil et donc peut-être que c'est pour ça qu'on voit émerger ces problématiques-là. Mais bon, en tout cas, c'est sur donc une grande cohorte de patients. On voit sur les réveils précoces, kétiapine et aripiprazole qui seraient plus à risque. Sur la fatigue, la kétiapine un peu plus à risque. Sur la qualité de sommeil, la clozapine serait protectrice, kétiapine, aripiprazole et pas de traitement antipsychotique plutôt à risque. Sur la durée de sommeil, la courte durée de sommeil, la clozapine serait protectrice et l'aripiprazole par contre serait à risque, ainsi que l'absence de traitement antipsychotique. Et sur la longue durée de sommeil, on voit que finalement la clozapine est à risque de provoquer une longue durée de sommeil. Par contre, l'olanzapine et l'aripiprazole seraient plutôt protecteurs par rapport à cette anomalie-là. Donc les prochaines étapes, c'est de trouver des biomarqueurs de risque qui soient diagnostiques et prédictifs, donc par exemple pour des sujets à haut risque de transition vers la schizophrénie, voire peut-être aussi des endophénotypes, de se dire bon, si on voit ces anomalies ciblées de la microarchitecture, eh ben, peut-être que ça va plus répondre à tel ou tel traitement, et aussi en fonction de la plainte de sommeil, si c'est difficulté à initier le sommeil ou au contraire un allongement du temps de sommeil. Et donc ça va être très important d'avoir une exploration qui
intègre les anomalies circadiennes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore très bien étudié. On en a plus parlé sur les troubles de l'humeur, mais qu'il y a beaucoup de patients quand même qui présentent aussi une grande irrégularité des rythmes veille-sommeil, avec parfois des rythmes en libre cours, des rythmes très variables. Et donc ça, les études sur les gènes de l'horloge notamment, c'est encore des choses qui sont en cours et qui doivent être développées. Donc, on sait que pour améliorer la qualité du sommeil des patients, on a parlé de la TCC de l'insomnie, plus de 50% des patients présentent une insomnie cliniquement significative. Donc il faut pouvoir leur proposer des traitements ciblés de l'insomnie. Alors ça nécessite peut-être un ajustement des protocoles de TCC de l'insomnie pour justement cette population de patients. Ensuite, dans les approches pharmacologiques, en fonction des plaintes, trouver le traitement qui soit le plus efficace, justement, soit pour protéger d'une longue durée de sommeil, au contraire pour améliorer la continuité du sommeil en fonction de la plainte du patient. Pour l'instant, on a vu pas forcément d'effet sur la microarchitecture du sommeil, donc ça reste à explorer. Et ensuite, il y a des pistes sur les questions de stimulation cérébrale non invasive, avec parfois des expérimentations sur des systèmes où on va enregistrer la rythmicité des ondes lentes, par exemple, pour essayer de stimuler avec le même rythme pour amplifier les ondes lentes et favoriser du coup un sommeil profond plus récupérateur. Mais ça, c'est vraiment encore à l'état d'essai et ça nécessite plus de recherche. Je vous remercie pour votre attention.